Vous avez la parole. Merci beaucoup pour ces paroles introductrices. Je vous remercie de nous avoir invités pour pouvoir présenter les résultats de nos recherches. Je voudrais commencer par présenter mes partenaires, Monsieur Unfer, qui depuis 25 ans se penche sur la migration piscicole, et Bernard Zahringer, un ingénieur avec la spécialité de l'hydraulique et qui a appris à se mettre dans la peau d'un poisson, en quelque sorte, pour mieux comprendre le fonctionnement. J'aimerais vous donner un aperçu de ce qui a été fait en Autriche ces dernières années dans le cadre de l'application de la directive cadre eau, DCE. Vous voyez ici qu'on a moins d'argent à notre disposition que dans la Suisse, qui pourtant est plus petite, mais ce sont des fonds, des moyens que nous investissons, 140 millions de subventions, et vous voyez que 60% de ces moyens sont entrés dans le domaine du continuum, et cela a été une décision de la part des experts, parce que évidemment, cela prend une place particulière dans le réseau des eaux. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit dans les chiffres des divers exposés, je me souviens qu'il y a 20 ans, on avait toujours parlé d'interruption. Maintenant, on atteint les 10 000 à 100 000 au jour d'aujourd'hui. Et effectivement, nous aussi, en Autriche, on compte beaucoup. On a déjà 40 000 interruptions de rivières, de fleuves qui n'ont pas de passage, pas de passe à poissons, bien qu'on ait déjà construit des passes à poissons. Si on compare à niveau mondial ou à niveau européen, c'est déjà pas mal. Et bien évidemment, il reste un certain pourcentage, 273 passages qui sont limités dans leur fonctionnement. Et il y a des barrières qui n'ont pas encore de passe à poisson. Le concept, et là je vais me répéter, mais c'est clair, nous sommes aujourd'hui dans un monde très interconnecté, tous les experts sont interconnectés, on regarde toujours ce que publient les collègues. Il est intéressant de voir que aujourd'hui, on vous présente des cartes qui se ressemblent finalement, des cartes des divers pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. On a également mis des accents sur certains points. Par exemple, on a regardé quels sont les poissons migratoires les plus importants, de voir les diverses espèces qui nous a mené à la carte où on a marqué les rivières priorisées. Ce processus devrait être terminé en 2015. Nous nous trouvons dans une zone assez importante, pas tellement le Rhin, on a juste une partie plus petite, mais la plupart des cours d'eau se trouvent donc dans la zone du Danube. Et cela a peu de sens si nous parlons de l'ensemble des cours d'eau, si nous savons que dans la partie inférieure, il y a une barrière où, par exemple, les esturgeons et les semblables ne peuvent pas monter. Et cette carte vient directement de la commission du Danube. Et nous avons mis au point les bases pour cela. Dans toute la zone du Danube, et peut-être pas sur les 100 000 barrières qu'on y trouve, mais sur la plupart des cours d'eau, on a trouvé un accord pour prioriser certaines barrières, et on a certainement un point, une zone d'urgence en quelque sorte, mais aussi le Danube en Autriche et en Hongrie, il y a un assainissement qui est imminent. Grâce à la situation de ces obstacles, on a examiné, et on l'a déjà vu aujourd'hui dans un autre exposé, on a examiné combien de trajets d'écoulement
peut être libéré. On l'a également intégré dans cet index de priorisation. Et on essaie de voir quel est l'état de cet habitat. Est-ce que c'est un habitat protégé? Est-ce que je peux partir du fait que l'assainissement va avoir un meilleur succès que dans une autre région? Cela me mènera à la fin au point que lors de ce colloque, nous devons nous centrer sur l'ensemble des rivières, mais cela doit trouver sa place dans un assainissement général. Cela n'a pas de sens si on ne regarde que les poissons et si on oublie l'écosystème à droite et à gauche. Cette partie, je peux en parler très brièvement. C'est un guide, un manuel autrichien pour la construction de passes à poissons. Ce manuel a été développé parallèlement au guide allemand. Il y avait un échange très fructueux entre les deux groupes d'experts. Il y a eu un processus très long. Donc il y avait des propositions, des groupes de travail, et après cela s'est passé par tout un processus politique. Finalement, on en a discuté pendant 20 ans. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Heimer. C'est un guide, un manuel, et il ne peut pas couvrir chaque situation individuelle. Mais nous avons vu qu'un grand nombre de passes à poissons ont été construits qui ne fonctionnaient pas du tout. Et là, de veiller à ce que cela ne se passe plus à l'avenir, je crois que c'est pour cela que ces manuels ont été écrits. Donc, des manuels doivent vous soutenir lors de la planification. Ils devraient avoir une grande fonctionnalité. Et si le continuum, l'ensemble des cours d'eau est le seul problème, le bon état ou le bon potentiel devrait être atteint. Et c'est un objectif que nous ne devons pas perdre de vue. C'est notre objectif selon la directive cadre eau, et c'est à cela que doivent servir les mesures que nous réalisons. Je ne vais vous montrer que quelques images. On a également établi une certaine typologie de type de passe à poissons. Peut-être qu'il y a des différences spécifiques régionales ou des notions différentes typiques pour les régions, mais les notions ont été adaptées plus ou moins, et aussi le principe fondamental que nous orientons à la taille des poissons, c'est le même principe dans les deux manuels. La différence entre la traçabilité qui a été pas assez soulignée dans le passé a été reprise dans notre manuel, et le souhait, c'était vraiment qu'on ne voulait pas de description générale, mais des chiffres concrets. C'était vraiment le désir des planificateurs, et si on le sait, on ne peut pas nommer ces chiffres jusqu'au dernier comma, mais jusqu'à la dernière virgule, mais il faudrait quand même que ça serve comme guide lors de la planification. Alors on a essayé de l'adapter aux divers types de cours d'eau, aux diverses espèces des poissons. Là, il s'agit d'un poisson qui souvent qui mène à des limitations dans les passes à poissons de par sa taille. Je passe par ces tables. Le manuel, vous pouvez le procurer de la page internet du ministère pour une Autriche vivable. Telle est la désignation exacte de nos jours. S'il y a des questions, vous pouvez vous adresser à Lenny Buhlmann qui se trouve parmi nous. Vous pouvez poser vos questions. Je crois que nous sommes tous d'accord. Lors du courant d'attrait, il reste des questions auxquelles il faut trouver des réponses. Là, il faut vraiment se centrer sur la montaison. On a les mêmes données, les mêmes valeurs depuis longtemps dans la littérature. Malheureusement, je dois dire, la recherche n'est pas encore assez avancée dans ce domaine. Il serait bien de mener à bien encore quelques études pour pouvoir répondre à certaines questions. Par exemple, le courant d'attrait par rapport à divers niveaux d'eau. Je travaille également avec les eaux tropiques maintenant, et là, on a des niveaux d'eau, des divergences extrêmes. Et donc là, ce sont de grands défis. Ce qui a déjà été nommé également, c'est l'entretien, l'opération des passes à poissons. Je crois que là aussi, il faut y faire attention
parce que les passes à poissons ne peuvent fonctionner que sous de bonnes conditions. Clairement, si c'est pas entretenu, ça ne peut pas fonctionner. On a plus de 1000 passes à poissons en Autriche. Certains sont très grands. Certains chenaux de contournement sont plus grands et donnent vraiment un espace vital pour certains poissons. En Autriche, c'est une grande discussion. Est-ce qu'on devrait construire que des passes à poissons ou également des chenaux de contournement? Je crois qu'il faut qu'on pense plus loin au-delà de la migration piscicole et jeter un regard aussi sur l'écosystème. Parce que ce sont des systèmes qui ont des distances de 20 à 30 km de longueur. Donc cela a une certaine répercussion sur l'environnement. Je crois qu'il est également important que les connaissances que nous avons mises au point ici en Europe, que nous les transmettions, ces connaissances. Dans l'espace de la Danube, ce transfert des connaissances est d'une importance cruciale. Et il y a quelques ans, nous avons essayé de traduire les connaissances les plus importantes, les résultats les plus importants en anglais pour que les États du Danube, avoisinants du Danube, aient la possibilité de s'informer. Les solutions en aval, là nous sommes encore à la case de départ en Autriche. On a initié un projet du côté du ministère où nous souhaitons nous pencher sur cette question. Nous aimerions regrouper toutes les questions qui sont d'une certaine importance pour l'Autriche parce que nous avons une situation un tout petit peu différente. Nous n'avons plus d'espèces diadromes, mais plus que des espèces potadromes, c'est-à-dire que notre focus est sur d'autres questions, mais en même temps, on rencontre les mêmes problèmes que pour d'autres espèces piscicoles. On essaie de mener ces études cas par cas. Voilà certains endroits où l'étude va avoir lieu, va prendre son départ. Et deux exemples. Nous avons là une centrale avec une passe à poissons. On se demande si on pourrait faire la dévalaison également par la montaison, par le même endroit, ou alors de manière classique, qu'on mette une grille, qu'on installe une grille et qu'on fasse passer les poissons. Et là, on voudrait également aller en profondeur. On a constaté que cela correspond au résultat qu'on a eu à l'Elbe. Les poissons ne migraient pas seulement au printemps, mais aussi à d'autres époques de l'année. On avait de grandes migrations à l'automne de poissons juvéniles. Et sur ces choses-là sont à prendre en considération. Ici, à la Murau, on a constaté que les poissons faisaient la dévalaison grâce à l'installation de montaison. Et bien sûr, ce serait une situation win-win si on pouvait utiliser la même installation pour les deux directions. Mais c'est un cas très spécifique. Là, on pourrait installer une grille et mener les poissons de manière ciblée dans la montaison. Peut-être que cela peut fonctionner. Dans d'autres cas, il est probable que cela ne pourra pas fonctionner, qu'il faudra trouver un autre système. Mais les résultats, grâce au suivi de montaison, on a déjà constaté qu'il passait dans les deux directions et cela nous donne déjà des indicateurs qu'il faut continuer à travailler dans cette direction. Dans ma dernière partie, je voudrais vous donner quelques nouvelles réflexions. Pourquoi est-ce qu'il nous faut de nouvelles réflexions ? Certains sujets pour la dévalaison ne sont pas encore résolus, certains problèmes ne sont pas encore résolus, et il nous reste des installations où on ne dispose pas de la place nécessaire, de l'espace nécessaire pour faire un beau chenal de contournement, ou alors on se trouve à l'intérieur d'une vallée et on n'a pas la possibilité de mettre une installation classique. Alors, on a certaines nouvelles idées. Gerhard Mona est parmi nous. Une idée de sa part, où on souhaite faire un suivi commun dans des études de pilote. Ce serait une combinaison d'un ascenseur et d'une écluse. On voit que c'est un ascenseur, mais on ne soulève pas le casier avec un système de cordes ou des systèmes de chaînes. Non, on met de l'eau et grâce à l'eau, le casier est soulevé. Et après, il faut encore une fois travailler avec les courants d'attrait comme dans les installations classiques. Mais cela est très prometteur en ce qui concerne la fonctionnalité, mais nous nous trouvons encore dans un stade précoce, donc il est difficile de
d'émettre des pronostics sur l'efficacité. Un nouveau concept que nous étudions à Innsbruck, c'est la grille à cordes. Dans les grandes rivières, souvent nous en rencontrons une limite en ce qui concerne ces grilles, ces râteaux. Et cette grille fonctionne d'une manière que je tends des cordes transversales. C'est possible sur une longueur de 100 mètres. Ça n'a pas encore été construit, mais ce serait pensable tout du moins. Ces cordes pourraient être tendues ou détendues. Et de cette manière, on peut retenir des choses qui flottent dans la rivière, mais on peut également, lors de crues, détendre les cordes complètement de manière qu'elles touchent le fond et que l'eau puisse couler. Tout cela devrait correspondre aux exigences biologiques. Il faudrait garantir l'angle nécessaire pour que les poissons soient détournés de la turbine. Ce n'est pas complètement fou comme idée. Il y a déjà eu des essais en laboratoire. Cela semble bien fonctionner. Ce qu'il nous faut encore comme preuve, c'est de savoir, avec les poissons, on veut faire des tests ciblés si ces grilles seraient acceptées par les poissons. J'en viens à mon dernier point innovateur. C'est la solution ascenseur intérieur Albrecht. C'est un inventeur assez génial d'Autriche. Vous connaissez certainement la vis d'Archimède qui est utilisée comme turbine pour les turbines d'eau usée. Il a combiné cela avec un système de montaison, c'est-à-dire cette vis est composée de deux parts, une vis extérieure où l'eau coule du haut et fait tourner la vis, et une vis intérieure en sens inverse qui pompe l'eau vers le haut. C'est-à-dire cette vis est également utilisée à d'autres fins, pour le transport, pour transporter justement du matériel vers le haut. Cela a été testé dans une petite rivière en Autriche. Vous voyez là l'affluent et cette installation, cette double hélice qui se trouve encore en phase de test. On l'a testé, peut-être qu'on peut regarder la vidéo. Eh bien là, vous voyez la possibilité de la montaison. Je ne le recommanderais pas comme alternative pour une passe à poissons proche de la nature parce que c'est vraiment une solution très technique. Mais si je ne dispose pas de place, si je me trouve dans une vallée ou plus dans un gouffre, si j'ai des murs à droite et à gauche et s'il n'y a vraiment pas de possibilité de faire monter un poisson, ça peut être un modèle très convaincant parce que j'ai le courant d'attrait grâce à l'eau qui vient de l'extérieur. Les poissons sont attirés automatiquement, ils sont presque aspirés par l'eau qui va monter. Donc, de par l'idée, une solution ingénieuse. Et si on regarde le haut, les poissons ressortent, effectivement. On a essayé ça avec des truites de rivière et même avec des poissons jusqu'à 1 mètre. Et finalement, c'est juste une question de taille. Bien sûr, vous pouvez faire un dispositif de 3 mètres de diamètre. Donc, faut voir après la hauteur. Là, il y a certaines limites selon la barrière. Ce qui peut être intéressant, la solution pour la dévalaison, cette solution est également possible. Là, vous voyez l'hélice extérieure qui est mise en motion par l'eau extérieure. J'ai vraiment un système multifonctionnel, montaison, dévalaison, turbine d'eau usée. Donc là, vous avez du point de vue économique un système assez convaincant. Il faut vous imaginer que l'eau qui est pompée, aspirée vers le haut, j'ai des pertes énergétiques, mais cette même eau est utilisée. Après, c'est presque un perpétuum mobile, presque. Hein.
Si on dit innovation, il faut faire attention. Qu'est-ce qui est vraiment intelligent du point de vue biologique? Le trap and track, ce qu'on pratique beaucoup à la Moselle pour l'anguille, je trouve que c'est un modèle de transition peut-être, mais ce n'est pas une solution écologique. Il nous faut des solutions qui fonctionnent de par elles-mêmes et du point de vue écologique et dans les conditions souhaitées écologiques et politiques. Et les conditions cadres politiques parfois sont très différentes dans des pays des tropiques que chez nous. Là, vous voyez la plus grande centrale qui se trouve au Mekong. J'étais là lorsque nous avions fait l'examen d'éco-compatibilité. Et ce que j'ai lu récemment, c'est que c'est un mandat de 20 millions de dollars pour installer des pompes à poissons. Et j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait fonctionner. Il faut dire que l'innovation a ses limites et il faut vraiment faire attention à respecter les besoins des diverses espèces piscicoles. Pour terminer, la question qui se pose déjà aujourd'hui, mais encore avec plus d'aplomb dans les années à venir et aussi dans le sens des DCE, où nous devons contrôler si nos mesures ont réussi. On a déjà des centaines de passes à poissons et on va en construire une centaine de plus. Il faut se demander, est-ce qu'on va atteindre un bon état, un bon potentiel écologique? En Autriche, nous avons beaucoup de cours d'eau qui ne sont pas dans un bon état. Pour être exact, ce sont 2/3 des cours d'eau qui présentent des défaillances. Et si toutes ces rivières, tous ces cours d'eau sont recensés et intégrés dans un graphisme. Et si on se penche sur l'état écologique catégorisé en 5 différentes parties pour voir la pollution, on voit très bien que là où il y a un très bon état, on n'a presque pas de dégâts, de pollution, voilà. Mais dans la 4e et la 5e catégorie, on a beaucoup de problèmes, des bouchons, une surcharge qui fait que finalement on n'a pas de bon état. Et bien sûr, il y a toutes ces interruptions des cours d'eau, de la continuité des cours d'eau. Si nous trouvons une solution à ce problème, le graphisme ne sera pas tellement changé si je ne m'attaque pas aux autres problèmes. C'est pour cela qu'on a déjà mené la discussion ce matin et j'apprécie l'approche intégrale de la Suisse. Seulement si on s'attaque aux problèmes avoisinants en quelque sorte, on peut résoudre le problème central. La question, c'est le temps et les moyens financiers. En Autriche, on a le problème que l'argent nous fait défaut de plus en plus. Et pour la recherche, on est un peu en arrière des autres et les ambitions à niveau politique sont malheureusement un peu reculées. Pour résumer, l'objectif principal en Autriche ces dernières 6 années, cette année, c'était d'éliminer les obstacles sur l'ensemble des cours d'eau. On se centre bien sûr sur nos espèces piscicoles. Ce sont des moyens migrateurs. On commence seulement maintenant à se pencher sur la dévalaison. Il faut là des solutions innovatrices pour les cas individuels, mais il ne faut pas oublier les autres problèmes. Je vous remercie pour votre attention.